Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 8 février 2020, c'est le 176e rapport de situation sur le Donbass. Un rapport, mi figue mi raisin, puisque du 1er au 8 février 2020, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 58 reprises, donc on est à moins que la semaine passée, durant lesquelles elle a quand même tiré 68 au but mortier de 82 et 120 mm, ce qui est la même chose que la semaine dernière. Et si on rajoute les munitions d'un calibre inférieur, on arrive à un total de 329 munitions, donc moins que la semaine passée. Il faut y rajouter les 3 violations et 5 munitions, dont 3 au but de mortier de 82 mm, qui ont été tirées par les forces armées ukrainiennes durant les dernières 24 heures. Donc ça, c'est contre la RPD. Alors pourquoi je dis mi-figue mi-raisin? Parce qu'en RPL, cette semaine, ils ont eu 9 violations du cessez-le-feu, mais durant ces violations, l'armée ukrainienne a tiré 9 obus d'artillerie de 122 mm, ça c'était hier, je vais en parler, 64 obus de mortier de 120 et 82 mm, et si on compte tout le reste, on arrive à un total de 152 munitions. Donc c'est pas bon du tout, et c'est encore moins bon quand on regarde le bilan humain, puisque les tirs de cette semaine ont tué 2 soldats en RPD, en ont blessé 1, et ont tué 4 soldats en République populaire de Lugansk, qui en ont blessé 5. Je vais y revenir. Il y a eu 9 habitations endommagées, entre autres à Staromikhaïlovka et en périphérie de Gorlovka, à la mine Gagarine et la mine 6-7. Donc ce sont des noms de localités de la périphérie de Gorlovka. L'abri anti-bombardement de l'ancienne école de la mine 6-7 a été endommagé, je vais y revenir aussi, ainsi qu'un aqueduc et plusieurs lignes électriques du village qui s'étaient donc retrouvées sans courant. Côté ukrainien, alors que les pertes officielles sont de 1 mort et 7 blessés, les chiffres des pertes hors combat sont en réalité de 6 morts, qui contiennent un suicide, 3 morts qui sont morts dans leur propre champ de mine, 2 qui sont morts à cause de mauvais maniement des armes, et ils ont 12 blessés, donc 1 qui s'est automutilé, 6 mauvaise manipulation des armes, 3 dans leur propre champ de mine, et 5 pour cause de bizutage. Voilà, sans compter les 35 soldats soignés pour infection virale, allant de la pneumonie à l'infection intestinale, donc ça aussi, ça s'arrange toujours pas côté ukrainien. Voilà. L'armée ukrainienne continue de brouiller les signaux des drones de l'OSCE pour les empêcher de faire leur travail. Je vous montrerai une petite carte des localités où ça a eu lieu. Les soldats ukrainiens ont aussi tiré à 2 reprises à l'arme légère sur les drones de l'OSCE près de Yurevka et de Pesky. Donc Pesky, c'est ce petit village qui est au bout de la piste de l'aéroport de Donetsk. Le tout a bien sûr été enregistré par les observateurs de l'OSCE, mais j'entends toujours ni la France ni l'Allemagne gueuler à propos de ces violations quand même évidentes des accords de Minsk. Donc je parlais de ces tirs d'artillerie sur la République populaire de Lugansk. Ça a eu lieu hier à 17h20. La fameuse 93e brigade des forces armées ukrainiennes, dont j'ai déjà parlé en long, en large et en travers, c'est ceux qui ont une liste de crimes de guerre longue comme un bras. Ils ont tiré 9 obus d'artillerie de 122 mm sur les positions de la milice populaire de la RPL à Zolotoye. Ces tirs ont fait à eux seuls 4 morts et 4 blessés sur le total de la semaine, hein, quand même. Donc voilà. La milice populaire a quand même réussi à battre le drone qui permettait à l'armée ukrainienne de corriger ses tirs et donc de faire arrêter le carnage. Mais enfin, là, c'est vraiment un carnage. 4 morts, 4 blessés en une violation du cessez-le-feu, quoi. Voilà. Et puis là aussi, j'entends ni la France ni l'Allemagne dire quoi que ce soit à Kiev. C'est quand même impressionnant. Hein. Ouais. En République populaire de Donetsk, donc je vous ai indiqué un peu avant que c'est l'abri anti-bombardement de l'ancienne école du village de la mine 6-7 à Gorlovka qui a été sérieusement endommagé par les tirs d'obus de mortier de 120 et 82 mm de l'armée ukrainienne. Je vais vous montrer au fur et à mesure un certain nombre de photos qui ont été prises par la représentation de l'RPD au sein du centre conjoint de contrôle et de coordination du cessez-le-feu. Les soldats ukrainiens ont tiré 12 obus de 120 mm et 3 obus de 82 mm depuis 2 directions. Je vais vous montrer une petite carte. Les obus de 120 mm ont été tirés depuis Mayorsk, qui est situé au nord, et le 82 mm depuis Choumi à l'ouest. Voilà, donc ils ont fait un tir croisé.
Ouais, et résultat, ils ont tellement bien concerté leurs tirs qu'ils ont réussi à endommager l'abri anti-bombardement de l'ancienne école, où, je le rappelle, vivent plusieurs personnes âgées. Ils ont aussi endommagé plusieurs maisons. Heureusement, personne n'a été blessé parmi les 6 personnes qui se trouvaient dans l'abri à ce moment-là. Mais ça a quand même violemment révolté Daria Morozova, notre médiatrice aux droits de l'homme de la RPD, qui a commenté ce qui s'est passé, en rappelant que bombarder une école qui sert d'abri anti-bombardement à des civils, déjà pour commencer, c'est une violation de la Convention de Genève, hein. Voilà, l'article 13, sur la protection des civils. Mais elle a dit, le fait le plus horrible, c'est qu'en fait, ils ont visé des locaux scolaires où se trouve un abri anti-bombardement. Là quand même, ça donne envie de vomir, quand même, quand tu vois des trucs comme ça. Elle a aussi quand même rappelé un peu toutes les jolies déclarations de paix de Zelensky. Elle dit que si vraiment il voulait la paix, il devrait poursuivre les soldats ukrainiens qui ont commis ce crime de guerre, puisque je rappelle que l'Ukraine a signé les mesures de contrôle renforcé du cessez-le-feu, qui incluent entre autres les poursuites et sanctions contre les soldats qui violent le cessez-le-feu. Voilà. Elle a dit « De telles actions peuvent être considérées soit comme l'incapacité des dirigeants ukrainiens à contrôler leurs forces armées, soit comme leur approbation directe des violations des normes du droit international humanitaire. » Elle a rappelé que la RPD remplit ses engagements au niveau du règlement pacifique du conflit, et si l'Ukraine partage cette position, tous les coupables de ce crime doivent être tenus pour responsables. Fin de citation. On verra bien. Je vous parie 100 roubles que ils seront jamais inquiétés. Je sais pas, petite intuition comme ça, voilà, personnelle. Ce qui me fait dire ça, c'est que bon, c'est pas le seul tir délibéré sur des zones civiles, puisque donc le 3 février 2020, à 10h20, l'armée ukrainienne a ouvert le feu contre le village de Staromykhailovka, 5 tirs de véhicules de combat d'infanterie contre la zone résidentielle. Ces tirs ont endommagé 2 maisons dans la rue Shevchenko, principalement les fenêtres, la façade et le toit, ainsi que des lignes électriques. Le maire a clairement indiqué que les tirs venaient de Krasnogorovka, un fait qui est confirmé par les traces laissées sur le mur d'une des maisons touchées, que je vais vous montrer. C'est la maison située au 44 de la rue Shevchenko. Elle a été touchée sur sa façade ouest par un impact direct qui est clairement visible. Or, vers l'ouest, par rapport à Staromykhailovka, c'est Krasnogorovka. Donc, voilà. Puisque c'est la rue, en fait, Shevchenko, elle est orientée presque selon un axe est-ouest, et les numéros pairs sont au sud. Donc, là, comme la photo a été prise depuis la rue, et que la façade est à droite, c'est la façade ouest. Voilà. Moins de 24 heures après ces tirs, l'armée ukrainienne a tiré sur le village de Trudovski, donc toujours en périphérie de Donetsk, le 4 février à 7h50 du matin. Ils ont tiré au lance-roquettes anti-char cette fois, 20 fois, ainsi qu'à la mitrailleuse lourde sur le village de Trudovski. Ils ont endommagé 5 habitations, 4 dans la rue Zelenigai et 1 dans la rue Chestakova. Et comme à Staromykhailovka, ce sont principalement les fenêtres et les toits qui ont été endommagés par ces tirs. Heureusement, ces tirs n'ont fait aucune victime parmi les civils. Mais bon, la destruction d'habitations civiles en plein hiver, ça montre clairement que l'armée ukrainienne n'en a rien à foutre des civils qu'elle prétend venir libérer avec, je mets des très très gros guillemets géants, voilà. Et puis, on voit que la promesse électorale de Zelensky de mettre fin à la guerre dans le Donbass, ça valait pas un pet de lapin. Voilà, c'est malheureusement ce que j'avais dit. Pour revenir sur un autre sujet, République populaire de Donetsk, mercredi 5 février, Denis Pouchiline, donc le chef de l'État, a présidé une réunion sur la lutte contre la corruption, avec entre autres le président du Conseil populaire de l'RPD, Vladimir Bidiovka, le Premier ministre, le président de la Cour suprême, plusieurs membres de l'administration du chef de la République, le chef du comité exécutif de l'organisation République de Donetsk, Alexei Muratov, ainsi que des représentants des forces de l'ordre. Le chef de l'État a rappelé que la lutte contre la corruption, c'est pas un truc au coup par coup, mais quelque chose de permanent. Il a quand même rappelé que c'est un sujet qui est compliqué, qui est complexe et qui n'est pas du tout... tu peux pas faire ça au coup par coup en ponctuel. Il faut travailler constamment, systématiquement et rigoureusement pour éradiquer ce phénomène très dangereux. Il a quand même souligné que voilà, la corruption, c'est quand même un truc qui gangrène la société et que ça empêche le développement de la République. Or, le but de la République, c'est de se développer entre autres économiquement.
Voilà, c'est ce qu'a rappelé d'ailleurs Denis Pouchiline, hein. Il a rappelé que nous nous sommes fixés pour objectif la croissance économique. Or, la corruption est l'un des principaux obstacles au développement de l'esprit d'entreprise et de l'investissement. Hein, il a expliqué ensuite comment un certain nombre d'administrations ont réussi en à peine 5 ans d'existence à mettre en place des obstacles au développement équitable des entreprises de certains secteurs. Donc il a entre autres donné l'exemple du secteur de la construction. Il a expliqué que la mise en place d'exigences excessives et étranges en matière de licence a eu pour conséquence de priver 38 entreprises de leur droit de travailler. Et il a expliqué entre autres certains des trucs un peu bizarres. Hein, voilà. Il a dit, pour les travaux d'inspection de l'état technique des bâtiments et des constructions, il est nécessaire de disposer par exemple d'un équipement de plongée et d'un équipement d'escalade de pointe. Mais il dit, dans la réalité, ce genre de travaux sous-marins et d'alpinisme sont effectués par des professionnels qui travaillent comme sous-traitants. Donc en fait, c'est des exigences débiles. Pour d'autres, il dit c'est écrit de manière vague, ou alors c'est des trucs complètement impossibles. Et il dit qu'il y a comme ça un grand nombre de barrières qui permettent, prétendument légalement, d'interdire l'accès au marché à une autre entreprise. Il dit, avec une telle politique, il dit, dans un court laps de temps, on va se retrouver sans entreprise de construction, parce que là, ça devient débile. Il dit, avec de telles approches, nous ne ferons pas bouger l'économie, nous mettrons la situation au point mort. Voilà, donc comme ça a été très très clair. Il a clairement rappelé qu'il ne fallait pas tolérer les appétits de certains fonctionnaires et que les normes devaient être pensées en termes de bon sens et de pertinence. Hein. Il a ensuite abordé la question très très sensible de la corruption sur les points de passage de la ligne de front, où les files d'attente qui sont très longues permettent le développement de la corruption, hein, les gens étant prêts à payer pour doubler la file, hein, tout simplement. C'est un truc qui est récurrent, ça date pas d'hier, c'est un truc absolument scandaleux. Denis Pouchiline a rappelé que malgré la construction d'infrastructures pour fluidifier les passages, en fait la situation s'est pas du tout améliorée comme on l'attendait. Il y a toujours des files d'attente qui sont créées artificiellement, et il dit tout le monde connaît le prix à payer pour les contourner. Il dit à moins que la liste de prix ne soit placée bien en évidence. Il a été direct. Hein. Il a dit les employés sont arrêtés par équipe entière. Les suivantes arrivent et tout se répète. Donc là, il a clairement dit qu'il fallait modifier l'approche de tout ce qui est passage des points de contrôle. Et puis, vraiment faire en sorte que cette fois, ça s'arrête. Je confirme, effectivement, il y a eu quelques mois en arrière, il y a eu 12 employés 12 membres d'une même équipe qui ont été arrêtés, qui s'occupaient justement d'un des points de passage. Donc effectivement, les gars sont arrêtés par équipe entière. Il semble que ça ne suffise pas. Ça suffit pas. Donc le chef de l'État a dit que là, fallait vraiment aller vers une nouvelle approche via à la fois des mesures préventives, des mesures coercitives, donc s'assurer entre autres que la sanction sera inévitable, et travailler au niveau de la société, c'est-à-dire de vraiment faire en sorte que les gens arrêtent de considérer que c'est normal de verser des pots de vin. Clairement. Il a aussi indiqué que le ministère de la Justice de la RPD est en train de faire examiner les textes juridiques qui définissent les normes au sein de la République par des experts en matière de lutte contre la corruption pour justement éliminer ces pseudo-normes bidons qui servent en fait à empêcher la concurrence, tout simplement. Il a aussi souligné qu'il fallait prendre en compte ces questions lors de l'élaboration des projets de loi par le Conseil populaire. Il veut aussi passer au maximum par des systèmes en ligne. Je pense que c'est une très bonne idée, parce qu'il a dit clairement, la bureaucratie excessive, c'est un très bon terreau pour le développement de la corruption, et ça, c'est totalement vrai. Donc il dit qu'il faut vraiment faire un maximum de choses sous forme électronique, simplifier au maximum les procédures pour les rendre efficaces et rapides, parce qu'il dit clairement la bureaucratisation de tout processus est un encouragement à la corruption. Donc plus on passera par des trucs électroniques, et plus on évitera ce genre de problème.
Ça, là-dessus, c'est du tout bon. Il a aussi mis l'accent sur l'importance des forces de l'ordre et de la justice pour s'assurer que la punition sera systématique. Il dit « Nous devons faire tout notre possible pour que les fonctionnaires corrompus soient convaincus que, quelle que soit leur inventivité en matière de stratagème criminel, ils seront inévitablement punis. Les forces de l'ordre et les tribunaux ont un rôle crucial à jouer à cet égard. Chacune de ces structures a besoin d'un programme de mesures pour lutter contre la corruption, y compris dans leur rang. Le travail est en cours, mais il doit être renforcé et des propositions et des approches non standards sont nécessaires dans ce domaine. » Mais il a dit clairement que tout ça peut pas marcher si la population dans son ensemble ne change pas de mentalité. Il a dit clairement, sans l'aide de la population, les efforts des forces de l'ordre seront inefficaces. Il dit la corruption existe avec le consentement tacite de la société. Il dit tout le monde la condamne, mais quand il faut déposer une plainte auprès du parquet, les gens ne font rien. Il dit l'intolérance à l'égard de la corruption devrait devenir une norme dans notre société. Il dit chaque cas de corruption, quel que soit son montant, devrait être perçu par les gens comme une honte. Et le comportement standard d'un fonctionnaire devrait être un service honnête à la société. Donc clairement, pour arriver à ça, il veut un travail d'information continu envers la population, entre autres via les médias, en médiatisant les cas d'arrestation de fonctionnaires corrompus avec reportage détaillé sur pourquoi il s'est fait choper, etc. Enfin vraiment pour bien montrer que les gars ils passent pas au travers des mailles du filet. Au niveau de l'éducation vis-à-vis des enfants, c'est-à-dire qu'il faut commencer dès l'enfance. Donc il a demandé au ministère de l'éducation et des sciences de revoir ça parce qu'il faut vraiment changer la psychologie de la société tout entière parce que la corruption c'est un truc qui est enraciné depuis des générations. Je veux dire, ça date pas d'hier, malheureusement. Et donc, il faut vraiment faire un travail de déracinement dès l'enfance, tu vois. Faut vraiment, là, il faut vraiment faire un travail de fond, parce que vraiment, il a dit, sans participation active de la société civile, on n'aura pas de résultats significatifs. Ça, c'est clair. Il a aussi montré comme exemple le travail des équipes du contrôle populaire du mouvement République de Donetsk, qui font entre autres des contrôles au niveau des prix, de la qualité des produits. Donc, ils vont dans les magasins, comme ça, ils font des passages éclairs, enfin des contrôles éclairs comme ça, surprise dans les magasins, et souvent ils trouvent des trucs. Et donc ça c'est un très bon moyen. Donc il a invité vraiment ces équipes de contrôle, du contrôle populaire de la République de Donetsk, d'être plus activement impliquées dans la lutte contre la corruption. Il dit clairement, là la République s'engage dans une lutte acharnée contre la corruption. Il a demandé les mesures que les différents participants de la réunion comptaient prendre dans leur administration respective. Le bureau du procureur général a déclaré qu'en 2019, 51 affaires pénales concernant des faits de corruption ont fait l'objet d'une enquête, soit 10 de plus qu'en 2018. Ces affaires concernaient 72 prévenus et le plus grand nombre d'infractions a été constaté dans les services publics, les collectivités locales et les services de police. Cette augmentation du nombre d'affaires instruites est notamment liée à l'adoption de la loi sur les activités d'enquête opérationnelle qui a permis d'utiliser les enregistrements audio et vidéo pour choper les fonctionnaires corrompus en flagrant délit, quoi. Mais bon, il reste encore à la République à faire voter plusieurs lois pour faciliter le travail des forces de l'ordre dans la lutte contre la corruption pour encore augmenter ces chiffres. À la fin de la réunion, Denis Pouchkine a donné un certain nombre d'instructions aux participants de la réunion pour faire avancer rapidement la lutte contre la corruption en RPD. C'est un sujet très très important. Je veux dire, c'est malheureusement un héritage qu'on a de l'époque de l'Ukraine. C'est quelque chose qui va être très très dur à déraciner. C'est un travail constant, permanent. On peut pas se reposer sur nos lauriers. Ça c'est clair, c'est vraiment... voilà. Si on regarde l'évolution générale de la situation en Ukraine, justice toujours, on va reparler de l'avocat Andrei Portnov. Vous avez déjà entendu parler de lui, qui a déjà été, je rappelle, à l'origine de poursuites contre Poroshenko, contre Paroubi. Et là, le 30 janvier, il a publié l'enregistrement audio d'une conversation entre un agent du SBU et l'un des suspects dans l'affaire du meurtre de Pavel Sheremet, montrant que l'officier essaye d'aider les accusés à échapper à la justice. Il a aussi publié un certain nombre de photos.
concernant l'un des suspects, justement. Donc je rappelle les faits. Juillet 2016, Pavel Sheremet, un journaliste, est assassiné à Kiev dans un attentat à la bombe. Donc sa voiture a explosé. L'enquête a traîné pendant plus de 3 ans. Et là, en décembre 2019, plusieurs personnes liées au réseau néo-nazi ukrainien ont été arrêtées. D'autres ont vu leur domicile fouillé. Et l'un des suspects, Vladislav Grishchenko, refait parler de lui, puisque Andrei Portnov a publié jeudi une vidéo contenant l'enregistrement audio d'une discussion entre Andrei Omelchenko, un employé du SBU, et ce Vladislav Grishchenko, qui en plus d'être suspect d'ailleurs dans l'affaire du meurtre de Sheremet, est aussi suspect dans une autre affaire de tentative d'assassinat d'un homme d'affaires dans la région d'Ivano-Frankovsk. Et dans ce deuxième dossier, les preuves contre Grishchenko et son épouse sont assez sérieuses, puisque leur ADN a été retrouvé sur les explosifs destinés à tuer l'homme d'affaires. Or, les explosifs sont similaires à ceux qui ont été utilisés pour tuer Sheremet. Ah, ouais. Je rappelle, j'en avais déjà parlé à l'époque, quand ce groupe de personnes, ce groupe de néo-nazis ukrainiens avait été arrêté, il y avait déjà des rumeurs qui commençaient à courir sur une possible implication du SBU dans l'affaire. Plusieurs personnes avaient déclaré que certains des suspects étaient des agents du SBU, certains disaient qu'ils étaient des agents non officiels ou des agents officiels, certains avaient dit que le groupe Grishchenko avait des contacts au sein des services de sécurité ukrainiens. Des déclarations qui semblent être confirmées par le fait que les serveurs stockant les vidéos des caméras de surveillance de la zone où Sheremet a été assassiné ont été vidés de leur contenu par le SBU. Portnov avait dénoncé cet effacement de preuves par le SBU en décembre 2019 sur sa chaîne Telegram. Il avait informé les journalistes que donc sous le règne de Gritsak, de Vassili Gritsak, qui était chef du SBU, des employés du département pour la protection d'État, le département T du SBU, ont saisi les serveurs des caméras vidéo dans la zone de l'explosion qui a tué le journaliste, les ont rendus ensuite à leurs propriétaires, complètement effacés, formatés et dans certains cas même remplacés par de nouveaux serveurs. En plus, l'enquête a la preuve de la coopération et du travail officiel de renseignement dans le département T du SBU de 3 des suspects détenus pour le meurtre du journaliste. Ce qui expliquerait pourquoi le SBU a essayé de cacher la merde sous le tapis. Mais il semble que les employés du SBU ne se soient pas limités à effacer les preuves vidéo, ils aident aussi les suspects à échapper aux poursuites, en leur expliquant comment fabriquer un alibi, par exemple, comment dissimuler les preuves, comme on l'entend dans cette bande audio qui a été publiée le 30 janvier. Donc voilà, c'est quand même magnifique. On a un officier du SBU qui dit comment te soustraire à des poursuites judiciaires pour meurtre avec préméditation, qui s'inquiète quant à la base de preuves, aide à élaborer la meilleure façon de cacher les preuves, de faire pression sur l'enquête, de rassembler des militants pour faire pression sur l'opinion publique et la justice. Je vous renvoie à l'article, parce que je ne vais pas vous lire toute la conversation, c'est assez long. Vous aurez le lien dans le sommaire, vous pouvez aller la lire, elle est traduite intégralement dans l'article en lien. Autre élément très récent, ce sont les photos publiées le même jour par Andrei Portnov, qui montrent le même Vladislav Grishchenko avec plusieurs de ses camarades volontaires et soldats, tous déguisés en policiers avec des rubans de Saint-Georges, et pour l'un d'eux même un magasin de munitions aux couleurs de la RPD, je vais vous montrer les photos. Or, d'après Portnov, c'est habillé de la sorte que ces héros avec des gros guillemets ont été commettre des violences, des meurtres, des vols et des pillages contre les habitants du Donbass, certainement au début de la guerre, vu les uniformes et l'écriture en ukrainien présente dessus. Voilà, donc c'est bien. On découvre que des néo-nazis ukrainiens ont jeté l'opprobre sur les forces de l'ordre de la Jeune République qui s'est vu accusée de crimes que ces hommes n'ont pas commis. Donc je pense qu'on va découvrir comme ça de plus en plus de choses magnifiques sur les accusations de crimes de la RPD, de la RPL contre des habitants du Donbass. Je pense qu'on va découvrir d'autres horreurs comme ça. Je pense que c'est qu'une question de temps. En tout cas, cette fuite d'informations concernant l'enquête en cours via Andrei Portnov a l'air d'inquiéter pas mal de gens au sein du SBU et des bataillons néo-nazis, suffisamment en tout cas pour que Vassilissa Mazurchuk, ancienne secrétaire de presse des bataillons néo-nazis Dniepr, Adin et Donbass, et femme d'un agent du SBU par la même occasion, publie sur son mur Facebook sa discussion avec Artyom Shevchenko, secrétaire de presse du ministère ukrainien de l'Intérieur, au sujet justement de ces fuites d'informations, mais aussi de leurs sources et
de l'affaire en général. Mais il y a deux parties de la discussion qui sont assez intéressantes. Il y en a une où Artyom Shevchenko, donc ce secrétaire de presse du ministère de l'Intérieur, dit « Vos amis du contre-espionnage ont merdé, ils ont traîné les gars dans la boue et nous ont poussé à enquêter. C'est quoi ce bordel? Il faudrait enquêter sur leur propre merde, requalifier pour 258 attaques terroristes et continuer. Alors non, laissez les flics souffrir et se faire taper sur les nerfs par les journalistes pour l'affaire non résolue de Sheremet, et nous dirons à Boucha, donc c'est Vladislav Gritchenko, c'est son surnom, et Puma, ça c'est la femme de Gritchenko, comment garder le silence en mode partisan. » Ouais, comme on voit, il n'y a pas que le SBU qui essaie de cacher la mer sous le tapis. Le ministère de l'Intérieur ukrainien a l'air lui aussi de chercher à étouffer l'affaire. Lors de la discussion publiée par Mazurchuk, Sheremet est décrit comme un agent russe, comme si ça justifiait son meurtre. Or, Sheremet n'était pas du tout un agent russe, il n'était pas du tout pro-Kremlin, bien au contraire. Il y a un deuxième passage intéressant où Shevchenko toujours écrit que Yulia Kuzmenko et Andrei Antonenko disent honnêtement à tous ceux qui les ont harcelés à quelle sauce mettre cet agent russe, Sheremet, qu'il aille au diable et c'est tout. Bien qu'ils ne savent pas qui et pourquoi ils allaient travailler. Donc les mecs, c'est un meurtre sous contrat. Mais les mecs savaient même pas qui ils allaient buter et de la part de qui. Mais là, on voit qu'il y a quand même des tentatives de manipuler l'enquête qui sont assez nombreuses, tant de la part du SBU que du ministère de l'Intérieur. Moi, je pense que les commanditaires de ce meurtre étaient assez haut placés, et ils sont toujours haut placés dans l'appareil d'État ukrainien, en tout cas suffisamment pour pouvoir faire effacer les traces qui permettraient de remonter jusqu'à eux. C'est quand même, c'est phénoménal. Ce pays, quand je lis les délires des occidentaux pro-ukrainiens qui disent oui, ils ont fait d'énormes progrès, machin, etc. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Depuis le Maïdan, regardez ça, c'est ça la justice ukrainienne. C'est magnifique. Et l'état de l'Ukraine est tel que Mikhail Saakashvili, le retour du mangeur de cravate, l'ancien président géorgien et ancien gouverneur d'Odessa, je le rappelle, qui a déclaré sur le plateau de la chaîne télé ukrainienne 112 que l'effondrement de l'Ukraine est inévitable et que le pays va éclater en 5 morceaux. C'est quand même hallucinant. Il a commencé par déclarer que l'Ukraine et sa capitale Kiev étaient en bien meilleur état du temps de l'URSS. De quoi filer quelques remontées gastriques à Porky, à Zelensky, il était à tout un petit paquet de nationalistes et de néo-nazis ukrainiens. Il a dit, je cite, les villes ukrainiennes n'ont jamais été dans un si mauvais état et chaque année la situation empire. Kiev et l'Ukraine sont aujourd'hui bien pires que Kiev et l'Ukraine du temps de l'URSS. Il dit, je viens à Kiev depuis 1985, c'est de pire en pire. Vous pouvez voir tout ça, les routes, les façades, les bâtiments, l'infrastructure de la ville, tout en se disant clairement, il a dit, j'ai pas de nostalgie pour l'URSS. Après avoir fait le constat de l'état présent du pays et de son évolution depuis l'effondrement de l'URSS, Saakashvili a prédit le futur de l'Ukraine, l'effondrement inévitable et l'éclatement du pays en 5 États indépendants. Il a dit sans rectification du système politique, les voleurs ne seront pas les seuls à continuer, il y aura du séparatisme, l'Ukraine se désintégrera littéralement. Vous devez comprendre que ces gens qui sont maintenant couverts d'argent ont des armées privées. Par exemple, Trukhanov, le maire d'Odessa, a une armée privée, Kernes, le maire de Kharkov, a ses propres gars. Ces gens ne vont pas n'importe où comme ça, ils préparent l'infrastructure pour que l'Ukraine devienne 5 autres Ukraines, car il y a encore des forces extérieures impliquées, etc. La principale chose que nos fonctionnaires doivent comprendre, c'est qu'il n'y a pas de temps à perdre. À 3% de croissance et plus, la situation restera la même. Tout s'envolera de nouveau dans les tuyaux. L'Ukraine n'a pas le temps. Je ne m'attends pas à de grands cataclysmes économiques, mais simplement à une croissance aussi faible, sans changement. Les principaux indicateurs par lesquels les gens jugent, après un certain temps, nous entrons à nouveau dans une très grande crise, et cette grande crise va entraîner l'effondrement du pays. Voilà. Pour l'ancien président géorgien, cette situation vient du fait que depuis l'indépendance, les Ukrainiens n'ont pas vu un exemple de réussite qui puisse les convaincre du potentiel du pays. Moi, je pense surtout qu'ils ont eu que des politiciens corrompus de A jusqu'à Z, tous gouvernés par Washington, et que donc on arrive à un résultat aussi désastreux. Mais bon, cette prédiction de Saakashvili rejoint celle qui avait été faite par Tatiana Montian, l'avocate ukrainienne qui dénonce régulièrement ce qui se passe en Ukraine. Je rappelle, il y a 3 ans en arrière, elle avait prédit que l'Ukraine allait se transformer en état néo-féodal, autour de ces oligarques qui ont le contrôle de l'une ou de l'autre région, et qui se sont constitués de véritables armées privées. Tatiana Montian, qui d'ailleurs a visité la RPD pour voir de ses propres yeux quelle est la situation sur place, elle a été agréablement surprise, semble-t-il. Elle a changé en bien son opinion qu'elle avait sur la République. Donc c'est pas mal.
En tout cas, les prévisions de Saakashvili et Tatiana Montian rejoignent celles que font des gens comme Xavier Moreau ou moi-même depuis des années. Et puis bon, bah, c'est confirmé par l'état financier, économique et politique actuel de l'Ukraine. L'Ukraine se somalise à vitesse grand V, de plus en plus visible. Et donc, bah, elle continue sa descente aux enfers. Donc, il y a un moment où ça va éclater. Hein. Je veux dire, ça va finir comme l'ex-Yougoslavie. C'est pas joyeux à dire, mais c'est comme ça. Ça se reflète d'ailleurs dans la cote de popularité de Zelensky, puisqu'un sondage qui a été publié récemment indique que sa cote de popularité est passée en dessous des 50%. Clairement, à la fois sur son incapacité, ça vient de son incapacité à redresser l'état du pays et à mettre fin à la guerre dans le Donbass comme il l'avait promis. Clairement, je rappelle, il était tombé de 73 à 52% durant l'automne, donc de septembre à fin novembre. Il était remonté à 67% mi-décembre, Zelensky. Bon, sûrement grâce à la réunion format Normandie, qui avait suscité quand même pas mal d'espoir, entre autres en Ukraine. Mais bon, en voyant que les espoirs issus de cette réunion ont fini au même endroit que la promesse électorale de mettre fin à la guerre dans le Donbass, et que les conditions de vie se sont pas améliorées, et les Ukrainiens ont sanctionné. Tu rajoutes à ça la fameuse loi sur la levée du moratoire sur la vente des terres agricoles, qui la majorité de la population ukrainienne rejette cette loi. Clairement, ils ont retiré leur confiance envers leur président. Résultat, Zelensky commence l'année 2020 à 49,4% de taux de popularité. C'est énorme. Le mec a été élu par 3/4 des voix, et là, il est à moins de 50% maintenant, quelques mois après. C'est juste effrayant. Il a 39,3% de gens qui ont indiqué ne pas avoir confiance en lui. C'est le double du nombre qu'on avait fin novembre 2019. Donc c'est quand même extraordinaire. La cote du Premier ministre, c'est encore pire. Alors lui, Goncharuk, il est à 65,5% de personnes qui n'ont pas confiance en lui, contre 25% fin novembre. Ouais. Bon, le cabinet des ministres, ils ont une cote d'impopularité de 68,3% et la Rada 68,5%. Ça en reste plus ou moins dans ce que c'était avant. Clairement, ces chiffres sont dus au fait que la population comprend que Zelensky ne fait pas ce qu'il faut pour redresser le pays. 58,1% des sondés ont indiqué que pour eux, l'Ukraine va dans la mauvaise direction. Seulement 39,3% estiment qu'elle va dans la bonne direction. Je rappelle qu'en 2019, c'était l'inverse. On avait plus de gens qui pensaient que l'Ukraine allait dans la bonne direction, 54,7%, que ceux qui pensaient qu'elle allait dans la mauvaise, qui était 45,3%. Et la fuite de l'enregistrement audio dont je vous avais parlé, où Goncharuk explique que Zelensky et lui-même sont des brels en économie, ça a clairement pesé négativement sur le taux d'approbation des deux hommes politiques, puisque 38,5% des sondés ont vu leur opinion de Goncharuk baisser et 23,7% ont vu leur opinion de Zelensky diminuer après la parution de cette information. Parmi ceux qui ont lu les articles ou entendu l'enregistrement audio de la fameuse conversation polémique, là on est à 52,3% de baisse d'opinion pour Goncharuk et 32,2% pour Zelensky, ce qui montre clairement que ça leur a fait très mal. Autre truc qui a bien pesé, c'est les hauts salaires des ministres, vice-ministres, au cadre des entreprises d'État comme Naftogaz et Ukroboronprom, qui ont pesé pour 61,7% des sondés, négativement sur l'opinion qu'ils ont de Goncharuk, le Premier ministre, et 67,4% pour Zelensky. Clairement, les Ukrainiens ne voient pas d'amélioration de leurs conditions de vie, pas d'augmentation de leur pouvoir d'achat, une majorité s'oppose à la levée du moratoire sur la vente des terres agricoles. Là, clairement, plus ça va, plus les analyses qui sortent disent clairement que cette levée du moratoire va transformer l'Ukraine en pays du tiers-monde. La mère Timoshenko est en train de tirer la sonnette d'alarme en disant on va s'exposer à des problèmes de famine, comme on voit dans les pays d'Afrique qui ont adopté ce genre de loi sur requête du FMI, et là-dessus elle a raison, c'est ce que j'avais dit moi-même. Et puis les Ukrainiens voient que Zelensky et sa clique sont en train de s'enrichir sur leur dos, que la guerre dans le Donbass est bien partie pour continuer, que donc sa promesse électorale, ça va les pots de zob, et que le pays continue sa somalisation. Écoute, je pense que soit le pays va éclater comme l'a prédit Saakashvili, avant que Zelensky ait atteint le taux d'approbation de Poroshenko à la fin de son mandat, soit ça sera l'inverse, mais de toute façon, ça va mal se finir cette histoire. C'est vraiment très très mauvais. Je veux dire, Zelensky portait beaucoup d'espoir, et là on voit clairement que ces espoirs ont été déçus et que la population ukrainienne est en train de comprendre qu'ils se sont fait avoir.
Donc voilà la situation. Voilà la situation. On a eu un léger mieux là à cause des chutes de neige très importantes qui ont eu lieu là en fin de semaine, qui avaient permis une légère accalmie au niveau des bombardements. C'est pour ça qu'on a des chiffres un peu inférieurs à la semaine passée. Chutes de neige qui ont malheureusement entraîné pas mal de dégâts, des morts aussi, malheureusement. C'est mon cas personnellement. Ma voiture, il y a eu la moitié d'un arbre qui est tombé dessus. Voilà, donc bon bah là je vais devoir l'amener au garage pour la faire réparer. Elle a pas trop sévèrement morflé, mais quand même. Donc voilà la situation. Bon, j'ai eu de la chance, hein. Il y a une dame qui est morte à Makeyevka. Hein. Il y a une dame, sa voiture a reçu un arbre alors qu'elle était dedans en train de conduire et la conductrice est morte. Et il y a eu plusieurs morts dans le renversement d'un bus vers Novoazovsk. Il y a eu 2 morts et 18 blessés, des civils qui se rendaient en Russie. Donc bon, vous voyez, c'est un bilan de la semaine assez mitigé, tant dû au conflit que là aux conditions météo. Mais bon, je m'attends pas à un mieux. Clairement, on continue à voir des propos des politiciens ukrainiens pour écrire les accords de Minsk. Là, on a eu le représentant français à Minsk qui s'y est mis aussi. Donc, non, je vois pas. Non, je pense comme Medvedchuk que la réunion au format Normandie qui était prévue ce printemps, je pense qu'on la verra pas. Du tout. Voilà. Je pense que ça va se passer comme ça. Donc voilà la situation. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain site rep. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end.